fabrique, de cette table ronde, est la fabrique urbaine et les comment liquides. Enfin, c'est vrai que c'est une transition importante. Imaginez cette manière de partager ou cohabiter. Hein, le concept de cohabitation, je pense, est quand même très important entre eux. Et cette importante fabrique urbaine, il faut quand même le décliner à niveau urbain. Et avec nous, on a Pascal Bordeaux, qui est historien de religion, il est maître de conférence à l'école pratique des hautes études. Jean-Bernard Pankirk, qui est élu et président de la communauté des communes de la Val de la Bruche et vice-président du syndicat des eaux et de l'assainissement. Madame Béatrice Pipard est hydrologue, responsable du parc naturel urbain Île Bruche de Strasbourg pour la ville de Strasbourg. Je ne me trompe pas. Voilà. Et Monsieur Stéphane Souzed, qui est directeur de l'école qui porte le nom du Rivière de la Haute École des Arts du Rhin. Et merci d'être là. Je commencerai par qui est à côté de moi. Monsieur Bordeaux, vous aurez compris, notre réflexion, l'écho des ateliers l'ont quand même porté encore une fois. C'est une réflexion beaucoup plus profonde que simplement comprendre comment gérer et se partager l'eau, comment faire pour pouvoir avoir un bien, et voilà, il y en a plus, il y en a pas assez, etc. Il faudra renoncer à des choses. Renoncer à des choses dans notre vie revient à revoir notre vie. Je pense que c'est une réflexion importante sur la place de l'eau dans notre perception globale, culturelle, évidemment aussi religieuse, mais ce n'est pas seulement là. La religion fait partie de la culture des gens. J'aimerais bien avoir votre retour à ce sujet. Il est déjà allumé, je pense. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis donc actuellement à Strasbourg dans le cadre d'autres activités puisque je participe à un gros projet d'études sur les religions. Mais la convergence fait que j'ai pu venir aujourd'hui et je suis vraiment très heureux de pouvoir changer de domaine pour discuter en fait de la question religieuse sous un aspect pas du tout, enfin pas spécialement académique, mais pour rentrer en dialogue en fait avec des gens comme vous qui êtes des opérateurs notamment et qui travaillent sur ces questions à la fois d'urbanisme et aujourd'hui de ce rapport entre l'eau et la ville. Donc c'est vraiment avec plaisir que je viens en représentant aussi une ONG internationale à laquelle j'appartiens, les IAGF, Initiative pour l'avenir des grands fleuves, qui a été créée il y a une dizaine d'années, avec l'idée de créer un panel pluridisciplinaire et pour produire une réflexion transdisciplinaire qui permet précisément de faire dialoguer des gens qui d'habitude ou rarement se rencontrent et discutent sur des sujets qui sont pourtant communs. Et donc, dans ce cadre, moi, j'interviens comme un historien des religions. Donc, je suis directeur d'études désormais sur une chaire des modernismes bouddhiques. Donc, je travaille essentiellement sur le bouddhisme et sur le Vietnam. Et ça peut vous paraître un petit peu étrange de me voir ici pour discuter de ces questions donc de rapport à l'eau, à la ville. Quelques éléments peut-être pour placer la façon dont je pense ces aspects. C'est d'abord le rapport de l'eau au fleuve et le rapport du fleuve à la ville et à travers la ville, le rapport à la terre. Et penser ces questions-là, c'est peut-être évoquer différents aspects, penser la valeur de l'eau, les usages de l'eau, les principes de l'eau, mais aussi les pratiques. Et en fonction de ces éléments que l'on utilise, l'eau, le fleuve ou la terre, on a tendance à donner plus de valeur précisément aux usages, aux principes ou aux pratiques. Et il me semble que c'est par l'interdépendance en fait de ces ensembles d'éléments et des relations en fait entre aussi l'eau, le fleuve et la terre que l'on peut vraiment engager une réflexion. Nous sommes tous confrontés en fait à des quêtes de sens. C'est une quête qui est relativement philosophique. On parle d'ontologie de plus en plus. Et pourtant, lorsqu'on doit débattre de questions politiques, on est avant tout dans l'opérationnel, voire parfois dans l'immédiateté ou parfois dans des projets qui exigent des réponses directes. Entre ces deux aspects du quête de sens, qui est soit individuel ou collectif, et la décision politique, se place la science. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où la science est fortement critiquée et où nous devons tous collectivement repenser l'épistémologie et redonner un sens également à l'action à travers la science. Et pour résumer peut-être la pensée, ou ce que j'essaie d'apporter dans ce groupe autour des fleuves, c'est de réfléchir sur
l'interaction qu'il peut y avoir entre ce qu'on appelle pompeusement donc une philosophie de l'action et une éthique environnementale, ou comment faire pour dépasser un aspect purement technico-instrumental dans les décisions politiques pour glisser peut-être vers une recherche appliquée qui intégrerait aussi la dimension des sciences sociales et humaines, c'est-à-dire considérer les dimensions culturelles, les dimensions historiques, la diversité culturelle aussi du monde. On est dans un monde globalisé qui interagit aussi. Et bien évidemment aussi la question des religions et des croyances. Donc dans ces activités, tout ce que j'ai pu apporter dans le cadre des différentes sessions que nous avons organisées dans différents territoires et dans différents pays, c'est continuellement d'essayer de garder en tête cet aspect religion ou spiritualité, quels que soient les termes que l'on souhaite aborder, mais tout simplement pour prendre un regard inverse, faire attention aussi aux populations locales et essayer de comprendre en fait comment eux perçoivent l'espace, ces espaces qui sont symboliques, les espaces naturels, mais aussi les espaces urbains, puisqu'aujourd'hui la majorité de la population est en ville, et que ce rapport naturel que l'on lie entre la religion et la nature se retrouve aujourd'hui finalement dans ce rapport aussi à l'urbain. La nature est aussi un aspect urbain. Et donc, en regardant à la fois sur les grandes traditions, les mythes et légendes, on voit que, de façon très ancienne, l'homme, bien évidemment, où qu'il se soit situé, a un rapport naturel à la nature et bien évidemment à l'eau. C'est un besoin vital, mais c'est également un élément que l'on a protégé ou alors face auquel on a essayé de se protéger, en particulier lorsqu'on parle du fleuve. Et moi qui travaille sur l'Asie en particulier et sur le Vietnam, je me retrouve bien sûr confronté à des lectures qui ne sont pas des lectures religieuses ou théologiques, mais des aspects cosmologiques ou cosmogoniques. Et ces éléments-là ne sont pas uniquement des aspects légendaires ou mythologiques, ils ont des réalités concrètes aujourd'hui pour comprendre comment les populations respectent ou pas leur environnement, comment ils ont combattu le fleuve pour essayer de le domestiquer. Typiquement, la civilisation chinoise, dans son rapport aux 5 éléments et l'interdépendance des éléments, a aussi considérer ces éléments-là. Si on glisse du côté de l'Inde, on s'aperçoit qu'il y a, comme vous le savez, une forme ou des formes de divination des fleuves avec lesquels on habite. Et ces fleuves peuvent être aussi à la fois des vecteurs de civilisation, mais aussi, dans le cas indien, des passages qui permettent d'accéder à l'au-delà. Et ces éléments-là sont fondamentaux, bien sûr, à considérer lorsqu'on se retrouve confronté à des questions de développement humain, questions de gestion de l'eau aussi, et d'exigence aussi de partage de ces éléments-là. Merci beaucoup. Vous écoutant surtout avec cette différenciation importante entre la domestication de l'eau et l'eau comme vecteur de culture et comment l'appréciation, les croyances sont différentes. Après, il me vient naturel d'aller vers Monsieur Pannekoek pour lui dire, lui en tant que maire, président dans un territoire de montagne, etc., comment effectivement décline. Il y a un rapport à l'eau très importante dans les zones de montagne et aussi des difficultés. Comment on peut changer le rapport à l'eau et surtout comment vous le déclinez concrètement dans votre action? Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous et bravo et merci à Nadia et à Antoine parce que je pense que leur débriefing des 2 journées d'hier et d'avant-hier a été magnifique, donc bravo à vous deux. Alors très simplement, oui, effectivement, je suis élu depuis un certain nombre d'années dans la vallée de la Bruche, hein, un petit territoire de montagne à 50 km de Strasbourg. Et pour répondre à votre question, bon, capitale française de la biodiversité, je le dis, en 2022, et ça permet d'exposer un petit peu, on essaye d'avoir, par rapport à ce que vous avez dit, cher monsieur, un projet politique de territoire, en y associant bien évidemment les élus, mais surtout l'ensemble des acteurs, les habitants, les entreprises, les agriculteurs, les touristes, un certain nombre de personnes qui viennent nous rencontrer, avec plaisir, puisque le slogan de la vallée de la Bruche, je le rappelle, c'est « l'accueil doit être dans notre nature », et dans notre nature, et donc, pour répondre à votre question, c'est vrai que vous l'avez certainement vu pour ceux que nous avons accueillis hier dans la vallée de la Bruche, ces territoires de montagne, il y a encore quelques années, je ne vais pas faire un jeu de mots, mais l'eau coulait de source,
je ne suis pas aussi brillant qu'Antoine. Mais quand je dis ça, c'est que tout simplement, il a fallu quand même avoir de nouveau de la pédagogie avec les acteurs, les habitants, les différents intervenants, parce que nous avons connu ces dernières années des pénuries d'eau, aussi simple que ça, et qu'il a fallu reprendre un petit peu et changer les logiciels. C'est ce que nous avons essayé de faire. Alors bien sûr, à travers bien sûr l'aspect politique, structuration des organismes qui gèrent l'alimentation, la distribution de l'eau, mais aussi tout ce qui concerne les fleuves. Vous l'avez évoqué. Chez nous, là, on a quand même, alors peut-être pas un fleuve, mais on a un cours d'eau qui s'appelle la Bruche, qui est sympathique, mais qui peut avoir comme ça des variations assez délicates. Et puis dernièrement, pour répondre encore plus directement à votre question, on a essayé d'associer les habitants, le territoire, l'accueil touristique pour essayer de répondre à plusieurs enjeux. Alors l'enjeu qui est de dire on a un territoire qui est extrêmement touristique avec beaucoup de randonnées. Alors, on va dire c'est sympa, on fait en sorte d'accueillir du mieux possible les gens qui nous rendent visite, mais on avait, à cause de la pénurie d'eau qu'il pouvait y avoir dans certains villages, surtout en période d'été, la fermeture des fontaines, un élément structurant avec de l'eau qui coule, bien évidemment quelque chose d'emblématique, et donc se poser un certain nombre de questions, comment les gens qui venaient nous rendre visite pouvaient à la limite bénéficier d'une eau de qualité en continuant leur randonnée et en découvrant les paysages de la vallée de la Bruche et un certain nombre d'autres choses. Et donc en 2024, concrètement, on a réuni un certain nombre d'acteurs et une idée toute simple, qui paraît toute simple, c'est qu'on a associé les habitants, les touristes, en proposant à un certain nombre d'habitants d'être distributeurs d'eau. C'est-à-dire que quand vous venez vous promener dans la vallée de la Bruche, vous évitez d'amener votre bouteille en plastique. C'est sympa, c'est un autre concept, mais surtout, voilà, si vous avez soif, si votre gourde est vide, vous pouvez vous arrêter chez les habitants de la vallée d'Abruges sur un certain nombre de structures, et ça crée du lien. Ça crée du lien avec l'eau. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est important par les temps qui courent, dans la société dans laquelle on vit. Mais vous en avez certainement parlé et vous en reparlerez dans les heures qui viennent. Et ça crée du lien autour de l'eau. Et ça permet comme ça à nos habitants d'expliquer qui ils sont, d'expliquer l'histoire du territoire, d'expliquer la fierté qu'ils ont d'être dans une capitale française de la biodiversité, avec tous les éléments que vous avez évoqués, Pascal, mais surtout comme ça de pouvoir distribuer une eau de qualité et de créer du lien. Voilà, aussi simplement comme ça. Donc là, on est vraiment dans le concret. Alors, c'est à peu près, sans être trop long sur les chiffres, c'est à peu près aujourd'hui 300 points qui sont géolocalisés, c'est-à-dire que les gens, quand ils vont faire leur randonnée, maintenant avec la modernité, les jeunes le savent, QR code, ils savent exactement, jeunes, moins jeunes, parce que voilà, QR code, et puis bien évidemment, comme ça, ils peuvent organiser leur randonnée, visiter un certain nombre de choses, mais surtout être sûr d'avoir un échange avec la population et puis de bénéficier d'une eau de qualité pour continuer un petit peu ce voyage dans la vallée de la Bruche. Voilà, concrètement, c'est un élément. Alors ça paraît très simple, ça a été simple à mettre en place, et j'avoue que je suis assez fier modestement, mais là plus en tant que président de la communauté de communes, qui ait eu comme ça cette volonté assez rapide des habitants d'accueillir et de distribuer de l'eau et avec cet élément qu'est l'eau, de recréer du lien, du contact. Et puis on a même été plus loin, mais c'est peut-être pas l'objet de ces rencontres. On a comme ça organisé aussi des petits films sur les gens de Bruges, comme ça, où les gens racontent leur histoire. Donc il y a une vraie connexion à travers l'eau, entre autres. Donc voilà un exemple concret. Et surtout, merci beaucoup, c'est un très très bon exemple, parce qu'effectivement, ça rend deux types de liens. Le lien entre la population de la vallée de la Bruche, mais surtout aussi entre les touristes qui peuvent arriver et les habitants même. Autour du concept de l'eau, ça rend de la valeur différente à l'eau, sans doute. Et ça a permis même à nos habitants de se rendre compte qu'il y a une richesse, qu'il faut faire attention, qu'il faut la préserver, qu'il ne faut pas faire. Je pense que les autres intervenants dans la matinée vont exposer un certain nombre de choses, et de se réapproprier cette richesse que peut être l'eau, en essayant, avec, vous l'avez dit, protéger, surveiller, faire attention à la ressource. Et du coup, ça permet comme ça, franchement, de mettre. Là, on parle de gouvernance, de mettre beaucoup de gens autour de la table et de défendre ce bien commun qui est l'eau, parce que voilà, tout le monde le sait, il va être de plus en plus rare et de plus en plus difficile. On a la chance dans la vallée de la Bruche de ne pas avoir de l'eau
contaminée, on va dire ça comme ça. Donc il faut qu'on soit vigilant et qu'on la préserve. Et donc c'est bien si vous avez les habitants qui sont des ambassadeurs et des tourismes qui créent du lien. Et voilà. C'est ça qui change aussi le système de croyance dans les personnes, dans l'ensemble. Madame Pipard, vous travaillez sur le plan naturel urbain. Vous avez entendu les deux précédentes interventions. Et il est important de savoir comment on cherche dans un plan comme le PNU, à intégrer ce type de concept. Comment on rapproche les gens à l'eau, comment on fait rentrer l'eau dans leur vie, comment on va repenser un plan urbain. Donc, d'abord, merci de m'honorer de m'avoir invité à partager sur cette expérience du parc naturel urbain avec vous. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que sur Strasbourg, en tout cas, puisque ce parc naturel urbain s'est développé sur Strasbourg, on a un patrimoine énorme lié à l'eau. Moi, j'appelle la ville une ville archipel. Hein. Ce n'est pas qu'une opération d'aménagement, mais c'est vraiment une ville au croisement de différents bassins versants et donc où l'eau est très présente. Et déjà dans les années 90, avec l'agence d'urbanisme, on travaillait sur un plan bleu et un plan vert de l'agglomération. Et donc, j'ai découvert à cette occasion-là l'importance de ce patrimoine qui n'était pas connu. Donc, la première chose, c'était de le faire émerger en tant que valeur importante, patrimoine de l'agglomération, et de retourner nos regards. Donc, depuis les années 90, on travaille sur ces questions-là. Ça a donné lieu dans les années 2000 à la trame verte et bleue, et aujourd'hui, et au parc naturel urbain qu'on a développé à partir de 2010 à peu près. Donc ça fait une quinzaine d'années. Et la chose nouvelle, vraiment qui a transformé ma manière de travailler, moi je suis ingénieur de formation, je dis tout le temps, j'ai changé de métier quand j'ai commencé le parc naturel urbain, parce que j'ai appris à travailler avec les habitants. On disait tout à l'heure ne pas travailler contre l'eau, mais avec l'eau. Je dirais ne pas travailler contre les habitants, mais avec les habitants. Comment dire, c'est comme si notre société était fluide quelque part et qu'on peut travailler avec. Il y a nos voisins, les habitants des quartiers, les villages que font les quartiers de Strasbourg sont vivants. Et on peut aussi collaborer avec. Et quand on met en premier les éléments naturels, on trouve un consensus très vite sur l'importance que ces éléments naturels ont. Donc en fait, ça a pu être l'élément de l'eau, mais aussi l'élément de la végétation qui va avec, ont pu être des moteurs importants de collaboration, de partenariat, pour faire ensemble des petites choses, pas des gros projets, mais des petites choses, et surtout raccrocher les habitants à leur territoire de vie. On est sortir d'une fonction hors sol, enfin d'un fonctionnement hors sol pour rentrer sur j'habite un territoire, rentrer en profondeur dans son territoire. Et moi, j'ai découvert à travers ça toute une nouvelle aventure dans une manière de travailler avec les collaborateurs et avec les habitants. Vous faites un travail de cartographisation littéralement de tous les cours d'eau. Donc, vous portez à la lumière toute la présence de l'eau, effectivement, sur votre plan. Oui, sur les parcs naturels urbains, on fait connaître, on fait découvrir les territoires. Et puis, on organise des promenades, des balades. On parle de ces territoires-là et on incite les personnes à faire de même, à rencontrer aussi à cette occasion-là, c'est un peu comme vous, les acteurs moteurs dans le quartier. Hein. On s'apercevait par exemple qu'un club de canoë-kayak qui ne connaissait pas l'hôtel, qui était à 50 mètres de chez lui et qui pouvait profiter des salles qu'ils avaient, etc. Donc se rencontrer les acteurs, c'est à notre époque où il y a beaucoup de communication, on a l'impression que ce n'est pas la peine. Non, si c'est la peine, on est trop hors sol, on est trop tout seul. On ne fonctionne pas assez ensemble et là-dessus, on peut travailler sur ces sujets-là. Et l'eau qui nous réunit, enfin, qui a fondé la ville autour de Strasbourg s'est construite à l'intersection entre la Bruche et le Rhin et Lille. Donc on est vraiment sur ces trois grosses rivières qui ont des identités complètement différentes.
Mais il faut les comprendre. Si on ne les comprend pas aujourd'hui, ces rivières, si on ne comprend pas l'échelle et leur fonctionnement, on va se tromper le jour où on aura des catastrophes. C'est important aujourd'hui de s'approcher de ces et de mieux comprendre ce qui nous irrigue et ce qui fait territoire entre nous. Et c'est ça qu'on a envie de partager. Avant de venir à M. Souzed, un retour rapide sur M. Bourteau. Justement, là, on parle avec Madame Pipard de comment on intègre, on fait découvrir l'identité de Rivière à ce cas-là. On est vraiment déjà vivre. On a vécu sans savoir qu'on était à côté de l'eau, sinon dans les cas de catastrophes. Aujourd'hui, on cherche à vivre en ayant une identité différente par deux rivières. C'est déjà un passage important, ou je me trompe? En quelques minutes, vraiment pour... Oui, je suis très sensible à ces discours que j'entends. On parle aujourd'hui de mondialisation, on parle de réseau. Ce qui ressort de ces deux expériences, c'est l'importance du réancrage territorial, finalement, et un réancrage qui soit aussi culturel, qu'on rentre à nouveau dans la profondeur historique, on re-questionne peut-être des traditions qui étaient ici et qui se sont perdues. Pensez à la toponymie, par exemple, c'est une chose qui est apparemment très simple, mais qui explique aussi pourquoi à tel endroit, tel village s'est nommé ainsi, pourquoi tel chef-lieu ou tel lieu-dit de la population a été décidé. Et là, on rentre dans ce que j'appellerais une sorte de géographie invisible, à la fois dans le temps et dans l'espace, où on revoit le lien en fait qui est créé entre les communautés locales et également le rapport au territoire. Hein. Pour répondre à monsieur, finalement, pour discuter de cette question du fleuve, le français est ambigu. En anglais, on parle de river, et c'est l'ensemble en fait des systèmes hydriques dont on parle. Et un petit rue, en fait, a la même fonction et a la même rapport symbolique, en fait. Donc voilà, juste pour expliquer ces éléments-là. Et moi qui ne connais très peu Strasbourg, je ne peux qu'être vraiment très heureux de me déplacer dans cette ville où, comme vous le dites, les canaux sont essentiels en fait dans l'identité de cette ville et de cet espace. Et je me retrouve pas quasiment, mais quand même, dans le delta du Mékong, avec ce rapport dans les canaux où on voit le fait de passer d'une rive à une autre, le fait de circuler, donne tout simplement une mobilité dans la ville qui est complètement différente, hein, donc un rapport aussi à l'eau qui est là. Donc on voit que tout ça est... Une ville de laquelle la France est petite, elle se trouve encerclée par l'eau, je vous rappelle. Donc c'est vraiment assez spécifique, assez particulier comme élément. Et alors là, j'aimerais bien venir, parce que dans cette réflexion dont je vous remercie jusque-là, c'est vraiment, ça nous explique aussi la profondeur de ce que ça peut toucher. L'art est sans doute une des manières de percevoir, ou du moins on s'aperçoit à quel point on est dans notre réflexion, qu'est-ce qu'on ressent. Les artistes ont toujours représenté cette forme de lumière qui nous dit là où nous en sommes. Alors, les artistes ont toujours été formés depuis toujours à leur métier, entre guillemets, d'artiste. Vous, les artistes, vous les mettez carrément sur l'eau et vous les faites pas marcher sous l'eau encore, mais vous les mettez sous l'eau. Alors, non, je plaisante parce qu'on en a pu en parler avec le directeur Souzed, mais c'est vrai que vous cherchez à intégrer la rivière, l'eau, dans la formation des artistes. Ça, c'est un élément pour nous important. Vous pouvez nous dire un peu plus là-dessus, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. J'aimerais bien que l'art ait la capacité métaphysique de nous faire marcher sur l'eau. Ça serait vraiment beaucoup plus simple pour pouvoir avoir une efficacité depuis la culture dans l'espace social. C'est évidemment pas comme ça que ça se passe. Mais par contre, effectivement, en tant que directeur de l'établissement de référence dans cet endroit de France pour les questions de création, donc en design, en musique, en art visuel, en communication, en illustration, en scénographie, etc. Enfin, on a une vingtaine de départements de création. La question qui se pose, c'est évidemment qu'est-ce qu'on fait comme curriculum, qu'est-ce qu'on fait comme recherche, qu'est-ce qu'on fait comme institution pour une jeunesse dont on sait, là les jeunes gens qui ont entre 18 et 25 ans, on va dire, qu'ils seront les acteurs culturels des 40 prochaines années. Donc en gros, ce sera les acteurs culturels d'un monde à plus 3 degrés, un monde, enfin on en a parlé beaucoup depuis ce matin, y compris en blaguant, mais on sait à quel point tout ça là est sérieux, hein, un monde de sécheresse, un monde de tempête, un monde de méga-feux, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que vous faites sérieusement
pour préparer tous ces jeunes gens à être des professionnels de ce monde-là. Donc c'est une responsabilité, ça a toujours été une responsabilité, hein, la pédagogie, les écoles, mais là c'est une responsabilité peut-être qui se transforme puisqu'elle elle affronte un réel têtu. Donc, c'est vrai qu'on a décidé assez vite avec... moi, je suis arrivé à la direction de cette école il y a un peu plus de 2 ans. On a décidé assez vite avec les équipes en place qu'on allait assumer le fait d'être la Haute École des Arts d'un fleuve. Vous l'avez dit, hein, la Haute École des Arts du Rhin. Le nom date de 2011, donc il n'a pas été inventé pour ça. Il était simplement, comme vous l'avez dit, une façon de marquer un territoire. Et on s'est dit que au-delà du territoire, ça marquait un attachement à la biosphère, à l'hydrosphère, à un écosystème, à un bassin versant, évidemment une histoire aussi, puisque le Rhin n'est pas qu'un système fluvial, c'est aussi un objet culturel, un objet historique qui a construit une grande partie de ce que l'Europe est devenue, en tout cas dans notre région. Et donc on a effectivement assumé être la Haute École des Arts d'un fleuve, et très concrètement, qu'est-ce que ça produit? Alors ça produit, pour être rapide, hein, ça produit la nécessité de faire des alliances, c'est-à-dire que les artistes, les designers, etc., ne vont pas rester seuls à méditer sur leur fleuve tout seuls dans leur coin, mais ils vont se connecter à d'autres endroits dans la société où la question des fleuves, des rivières et de l'eau est traitée. Et par exemple, certains d'entre vous ont visité l'ENGES hier, l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg. C'est un établissement avec lequel on partage des locaux, et on a une bibliothèque commune dorénavant. Donc ça veut dire que la bibliothèque d'études des élèves ingénieurs et des élèves artistes, pour aller vite, c'est la même. Et donc ça veut dire que vous passez du rayon monographie d'artistes au rayon géomorphologie en tournant la tête, quoi. Et donc évidemment tout ça produit... C'est comme dans les accélérateurs de particules, hein, vous cherchez à produire des collisions qui vont bouger des choses. Donc des alliances donc avec l'ENGES. Vous avez aussi visité le port du Rhin. On a un accord cadre avec le port autonome de Strasbourg, puisque là aussi c'est quelque chose qui fixe la ville au fleuve, en tout cas qui fabrique une négociation entre la ville et le fleuve particulière, et l'école contribue à la dimension culturelle, je ne rentre pas dans le détail, mais de cet attachement. Donc des alliances, peut-être deuxième point, et pour toujours pareil essayer d'être synthétique, ça nous fait produire aussi des projets dans lesquels toutes les questions sont travaillées. Et depuis l'année dernière, on a mis en place un festival du Rhin, des fleuves et des rivières, et qui nous donne l'occasion, je cite simplement deux opérations dans le cadre de ce festival, qui nous donne l'occasion, donc sur le plan théorique, de travailler. Vous avez parlé du droit des entités naturelles. Vous savez qu'il y a toute une dynamique portée par souvent des artistes, des designers et des spéculateurs multiples sur les parlements des fleuves. Et nous avons l'année dernière rassemblé l'ensemble des initiatives françaises et espagnols, il faut dire, des parlementaires. Donc on a fait une assemblée des parlements des fleuves et des rivières, rassemblant donc, il y avait 18 parlementaires venant représenter leur parlement. Donc ça a été un moment, par exemple, assez puissant pour les étudiants de voir aussi comment les choses s'inventaient à cet endroit-là. Dans le même festival, on a rassemblé, grâce à, vous connaissez tous Erasmus, mais vous savez peut-être pas que ça permet de faire venir des personnes sur des thématiques pendant quelques temps, et pendant une semaine, on a invité une quarantaine d'étudiants d'une fédération qu'on essaye de monter, qui sont les autres écoles d'art des fleuves européennes. Et donc il y avait des Polonais, il y avait des Athéniens, il y avait Valencia en Espagne, etc., chacun venant expliquer comment, depuis l'art, depuis encore une fois la création, des attachements se sont repensés, revivifiés, etc., parfois de manière très romantique. Je pense aux étudiants de Szczecin en Pologne. Ils parlaient de leur delta et des couchers de soleil. C'était très
voilà, c'était plutôt une image. Après, on a aussi enterré des canaux dans d'autres villes. Je veux dire, le Picturale. rapport à l'eau a toujours été particulier, quoi. Et juste pour finir là-dessus, mais ça allait de l'aspect très romantique comme ça à, par exemple, Valencia, c'est là où la Turia a débordé et il y a eu, comme vous le savez, un peu plus de 200 morts l'année dernière. Et donc, évidemment, les étudiants qui viennent vous parler d'un rapport au fleuve, ça produit quelque chose d'absolument différent. Donc voilà, conjonction européenne de ces écoles d'art. Je ne sais pas si je m'arrête là, mais voilà, le dernier point, c'est de dire que ça change aussi les curriculums et ce qu'on enseigne dans les contenus, mais peut-être pour plus tard dans la discussion. Mais je peux revenir là-dessus. Madame Pipa, vous travaillez dans le PNEU avec l'école, ça me revient naturel. Est-ce qu'il vous est arrivé, je veux dire, de faire des choses dans votre parc naturel, dans votre plan? Vous travaillez avec l'école des autres? Pas encore. Si? Avec Prenez le microphone, Monsieur Suzanne. Prenez le microphone. Avec notre école des interventions, centre de formation des plasticiens intervenants, où vous nous aidez à former des artistes qui vont justement intervenir dans des zones de vulnérabilité. Alors c'est pas vous, mais dans votre équipe, je vous jure, il travaille avec les gens de mon équipe. Voilà. Donc voilà, c'est Monsieur Suzanne qui me répond, pour grosso modo. Disons que pas directement avec Monsieur que je découvre aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a pu travailler par exemple avec Fred Cohen sur la mise en valeur de la confluence entre la Bruche et Lille à Strasbourg. Donc Fred Cohen est un artiste sculpteur qui a sculpté avec des centres socioculturels 3 mâts. C'est une opération qui a duré plusieurs années, des arbres qui ont été récupérés dans la forêt vosgienne et il les a plantés à la confluence. Donc une manière de marquer dans le parc naturel urbain Île-Bruche l'identité, comment dire, un lieu fédérateur autour des 3 quartiers qui étaient séparés par ces zones inondables et cette grande masse bleue et verte au cœur de ces 3 secteurs, Königshofen, Montagne Verte et Elzo. Donc ça, c'est une expérience, mais on a aussi l'expérience avec Apollonia à la Robertso, qui a développé 2 œuvres d'art dans un parcours vital autour de l'eau, mis dans l'espace public, l'une pour montrer la nappe phréatique avec une pompe à bras esthétique qui a été fabriquée pour arroser un arbre fruitier, et puis une autre œuvre d'un artiste grec dont je n'ai plus le nom, mais qui est une cabane de pluie pour montrer à la fois les feux et le bruit de l'eau pour éteindre le feu. Donc on commence à avoir des œuvres de ce type-là. Il y a aussi Siar Marjani, par exemple, qui a fait 2 œuvres d'art qui sont peu connues à Strasbourg, mais le phare de l'Elzo et puis la passerelle Georges Simmel sur l'île. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans la passerelle Georges Simmel, c'est qu'il a fait au cœur de cette passerelle des bancs pour contempler l'eau qui coule. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le parc naturel urbain, j'utilise des mots que je n'utilisais pas il y a 30 ans. Je parle de contemplation et comment placer des bancs, tout simplement, en bord de rivière pour permettre aux gens de voir les éléments corrects. Comment parler à nos jardiniers pour qu'ils osent conserver les vues en coupant les arbustes qui viennent naturellement devant ces vues-là. Donc on a toute une manière de prendre soin de ces espaces qui n'est pas encore très opérationnel, mais on l'expérimente et on voit que les gens sont très sensibles à ça. En fait, ils attendent ça. Aujourd'hui, dans l'enquête qu'on a fait l'an dernier, en 2024, pour renouveler la charte du PNU, on a pu montrer à quel point la question de l'importance de ces espaces en contrepoint du stress de la ville était importante. Et on a eu un appel à projet cet été, par exemple. On a été surpris de voir que pratiquement un bon tiers des projets parlent de santé mentale. Donc, il y a un besoin d'être bien dans sa ville. Et si, en tant que gestionnaire d'une ville ou concepteur d'une ville, on ne prend pas soin de ça, on se trompe. Donc, travailler avec les artistes, c'est aussi une manière de révéler ça. Et notamment, par exemple, je voulais par exemple montrer, il y a Marine Monzeux qui a mis dans le cadre de Grandeur Nature 2023 un petit poème au parc du Heiritz. Abri plein de vie, richesse d'espèces, les berges hébergent des plantes montantes, cachettes ou caquettes de beaux oiseaux d'eau. Et elle a écrit tout ça sur la berge. Et moi, je passe tous les jours en vélo
le matin et le soir, et je relis. Alors, je ne la connais pas par cœur, mais je relisais ça et avec bonheur. Et je pense qu'on peut réenchanter, on a besoin de réenchanter nos villes, et que ça passe par cette collaboration. Donc ça, c'était un projet des étudiants de 3e année du département didactique visuelle de la IR. Ok, magnifique, c'est très bien. Vous voyez, on fait les choses sur place. C'est encore mieux. Monsieur Bordeaux, vous vouliez commenter? Pas commenter, mais peut-être reprendre le terme qui a été utilisé par ma chère collègue de contemplation. Pour, bien évidemment, dans le domaine du religieux, c'est un concept central. Mais je me disais, en vous écoutant et en se resituant sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment faire pour contempler dans la ville? Finalement, ce que vous proposez, enfin, ce que vous évoquez, hein, c'est d'une certaine façon désaccélérer. Nous sommes dans un monde où l'accélération est constante, dans les villes aussi. On a beau parler de mobilité souple ou autre, il n'empêche qu'on est tous pris par ces flux constants d'images, de sons et autres. Et cette idée de pouvoir trouver des lieux justement de méditation ou des lieux de partage aussi dans ces villes me paraît important aussi pour justement décélérer dans nos propres existences et trouver ces lieux communs finalement qui sont là. Et alors je ne suis pas strasbourgeois, mais j'ai découvert donc hier cette semaine ou ces jours-là consacrés aux sacrées journées de Strasbourg. Et si je regarde le programme, donc on est vraiment... Alors, nous sommes en régime concordataire qui renforce d'autant plus le dialogue interreligieux ou les relations interreligieuses. Donc, je peux voir dans le programme comment l'ensemble des lieux de culte sont des lieux de partage aussi, où on va écouter de la musique ou autre. Et je me disais, mais pourquoi pas compléter en fait la proposition et justement d'avoir des lieux séculier ou sécularisé, mais dans lequel on peut aussi engager ce même partage et cette même écoute et cette même, on va dire, réflexion ou méditation aussi à travers les arts et à travers la musique. Ça me paraîtrait quelque chose d'assez intéressant à développer pour la suite, quoi. Et, alors, le rôle de la montagne et de la rivière, je veux dire, quand on parle de paysage, on parle de art, il y a toute une histoire qui vaut mieux pas ouvrir entre les artistes suisses du 19e, les affiches touristiques du 19e de la montagne. En plus, l'eau est un élément essentiel. Enfin, l'histoire d'un ruisseau nous parle de nous, alors qu'il le fait au travers d'une petite rivière. Donc, c'est vrai que ça doit vous dire beaucoup ce que vous avez entendu. C'est différent faire un PNU dans une zone de montagne avec l'eau, j'imagine. Oui et non, parce que bien évidemment, Béatrice a parlé de la Bruche, Oui. de l'île, le fait de... Voilà. Non, mais bien évidemment, ça nous parle. Et je vous donne là aussi, excusez-moi, un exemple concret. On est en train aujourd'hui dans le territoire de la Vallée de la Bruche de refaire des choses que vous connaissez bien, Béatrice, et bien sûr un certain nombre de personnes, enfin toutes les personnes dans la salle, un PLUI, un plan d'urbanisme intercommunal, un plan local d'urbanisme intercommunal. On a eu la chance de travailler avec une excellente agence, peut-être vous la connaissez, ça s'appelle l'ADEUS. Enfin, et quand je dis ça, c'est que voilà, tout ce qui a été dit, l'eau, alors on parlait de la ressource en eau potable, mais les cours d'eau, la Bruche, tous les cours d'eau qui sont à proximité, aujourd'hui, ces cours d'eau étaient un peu cachés dans certains de nos villages. Cachés, je ne dis pas qu'on en avait honte, mais ils étaient un peu cachés, à la limite même, c'était des grandes... ils étaient un peu contenus, avec voilà, des murs en béton de part et d'autre. Aujourd'hui, le principe, c'est aussi de redonner un peu ces espaces, de contempler, donc de faire effectivement aussi des cheminements piétons, de faire en sorte que la population s'approprie ces espaces. Parce que, bien évidemment, si on veut faire perdurer tout ça, il faut que les habitants, on revient au débat qu'on avait au tout début, s'approprient ces espaces, viennent avec des enfants, jouer presque dans le cours d'eau, avec peut-être des aménagements très simples, hein, vous savez, des escaliers qui descendent, des aires où on peut se reposer, où on peut contempler. Voilà, donc c'est des choses-là qui nous parlent. Donc ce qui a été dit, qu'on soit en milieu urbain ou en milieu de montagne, il faut se réapproprier ces espaces. En plus, il faut que je fasse attention à ce que je dis, parce que des fois, il y a des difficultés d'usage, on va dire ça comme ça, mais il faut que des zones comme la vallée de la Bruche, où vous avez des secteurs inondables, hein, PPRI, tout ce il faut que ça devienne presque une chance et une force. C'est-à-dire que ce qui peut être considéré comme quelque chose qui vous interdit
concrètement, dans l'aménagement, dans le nouvel aménagement du territoire, ça devienne une chance et ça permette bien évidemment de lutter contre un certain nombre de choses, de protéger un certain nombre de choses, mais surtout de retrouver un espace partagé et où bien évidemment chaque élément est structurant et chaque élément est important. Donc bien sûr que ça me parle, qu'on soit en milieu urbain ou qu'on soit en montagne, c'est des sujets d'actualité et il faut, parce que c'est ça la pédagogie, alors que ça soit des élèves aussi ou des écoles. C'est vrai qu'on travaille aussi nous beaucoup avec des écoles d'architecture, d'urbanisme et compagnie, et c'est bien aussi d'avoir des fois un œil neuf de gens de l'extérieur parce que ça vous interroge, ça vous questionne, ça vous challenge, ça vous bouscule. Mais je pense que l'intelligence collective fait que je suis assez confiant sur l'avenir, même si c'est très difficile, mais il va falloir qu'on se réapproprie tout ça et qu'on utilise toutes les méthodes et toutes les possibilités que nous avons et les connaissances que nous avons. Un dernier commentaire pour M. Suzette avant de revenir sur vous pour le mot de la fin. Vous avez monté vous parliez de diplomatie justement à ce sujet quand on en a parlé avec les Pays-Bas. J'ai regretté que vous avez plus d'accord avec les Pays-Bas, et je les comprends, que non avec une ville comme Venise, qui a vraiment les pieds dans l'eau. Mais ça, c'est plutôt un côté partisan de ma part, je dirais plutôt. Vous pouvez nous dire un peu plus de ce côté de la diplomatie qu'une école d'haute études de l'art peuvent mener à ce sujet, s'il vous plaît. Vraiment en 2 minutes. Ouais, c'est un sujet compliqué. Alors, ce que je peux peut-être dire, c'est pourquoi est-ce qu'on peut mettre le mot diplomatie dans le champ de l'art et de la culture. C'est que très souvent, vous êtes l'endroit où les gens peuvent se retrouver. C'est-à-dire que quand vous faites quelque chose en prenant la parole depuis une école d'art, par exemple, y compris sur des questions juridiques ou des questions techniques, ou etc., en fait, tout le monde a envie de venir à cet endroit-là parce que l'art constitue une sorte de dehors pour la plupart des disciplines, métiers, zones socio-économiques, etc. Et donc, on retrouve une capacité à produire de la diplomatie, justement, c'est-à-dire produire de la rencontre et des échanges. Donc ça, il y a une vraie efficience à cet endroit-là. Après, diplomatie, c'est aussi quand il y a conflit. Et on a parlé plusieurs fois de contemplation pour parler d'art. L'art s'occupe pas que de contemplation. L'art s'occupe aussi de la violence, les affects négatifs, le désespoir, la colère. La jeunesse qui aujourd'hui fait des études, elle n'est pas contemplative. Hein. Elle a envie de changer les choses ici et maintenant très concrètement. Elle veut que les choses bougent immédiatement. On peut le regretter, on peut dire oui, c'est la génération Twitter, tout ce que vous voulez. Sauf que, en fait, les grands discours et l'horizon lointain, etc., ça leur parle pas. Ils veulent que les choses bougent maintenant. Donc, il y a quelque chose de très concret. Par exemple, dans mon école, on essaye de faire qu'il n'y ait plus de matériaux neufs qui arrivent, mais uniquement des matériaux de réemploi. Donc, on change les logiques d'approvisionnement de matériaux, arrêter toutes les pratiques polluantes. Alors, ça peut paraître des mots-clés comme ça, un peu généraux, mais quand vous faites de la gravure, par exemple, vous utilisez des acides. Les acides, comment est-ce qu'on les retraite, comment est-ce qu'on les retrouve ensuite dans les sols, dans l'eau, etc. Et donc, les étudiants viennent vous voir et disent comment ça se fait qu'on utilise encore des acides, comme au 19e siècle, vous ne savez pas dans le monde dans lequel on vit. Donc, diplomatie aussi, parce que il y a des conflits à régler, il y a des tensions, et si l'art peut être un des espaces dans lesquels on se parle pacifiquement, où on règle les conflits sans violence, parce que le conflit et la violence sont deux choses différentes. Bien sûr, absolument. Eh bien, vous me trouverez sur cette place publique. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Pancake, alors je revenais vers vous. Ah, vous pouvez, hein, absolument. Après une discussion de ce genre, vous êtes élu depuis quand même quelques années, il me semble. J'espère que ça se voit pas trop, mais oui. Mais voilà. Mais une curiosité me vient, quand on entend tout ça, quand vous participez activement à cette discussion, etc., après, est-ce que vous, aujourd'hui, décidez autrement? Est-ce qu'il y a une méthode de décider par rapport à cette histoire de l'eau qui est différente? Enfin, vous n'êtes pas dans une commune de haute montagne, vous n'avez pas à vous battre contre la fin de la neige éternelle, etc., mais vous avez quand même des soucis à gérer. Donc, vous savez, pour répondre concrètement, alors vous parlez de neige, la vallée de la Bruche, c'est quand même le territoire, alors on n'est pas les seuls, du Champ du Feu et du Donon. Donc c'est vrai qu'il y a déjà rien que sur ça, on a connu, hein, moi quand j'étais jeune, c'est-à-dire hier,
pour répondre à votre question. Mais Voilà, on faisait du ski au Champ du Feu, on faisait du ski au Donon. Bon, voilà, et ça pose toutes les problématiques d'approvisionnement de ressources. Hein. Enfin, je ne vais pas Exactement. rentrer dans Exactement. la Mais technique, voilà, vous le savez. votre procédé de décision, ça m'intéresse. Comment on organise ce partage de l'eau? Mais je pense que le procédé de décision, c'est la gouvernance. C'est-à-dire que, alors je ne vais pas me faire que des amis, un élu ne peut pas décider seul, ou un groupe d'élus ne peut pas décider seul. Voilà, et de plus en plus, il faut qu'il y ait discussion, débat, contradiction, échange sur des idées diverses et variées, nouvelles, parce qu'on s'enrichit de ça. L'être humain s'enrichit des contacts. Moi, ce matin, je m'enrichis des collègues qui sont avec moi et des gens dans la salle. Enfin, et donc, voilà, c'est ça demain. Enfin, demain, par rapport à ce qu'on nous demande, les élus et les futurs élus, avec ce que vient de dire effectivement, Stéphane, vous savez, la jeune génération, c'est tout de suite, mais il n'y a pas que, hein, je vous mettrai à l'aise, mais c'est surtout, on ne peut pas non plus aux habitants raconter on va s'en occuper dans 10 ou 15 ans. Ça ne marche plus, quoi. Il y a des vrais problèmes aujourd'hui et il faut essayer d'apporter les solutions les plus rapides possibles dans le partage, dans la connexion des différents acteurs. Donc c'est sûr que il faut que les élus s'imprègnent de ces choses-là et qu'on ne soit pas juste entre élus à décider de choses en pensant que c'est le bien pour nos concitoyens. Alors, c'est pas toujours simple, hein, parce que c'est beaucoup de temps à consacrer, beaucoup d'énergie, mais je pense qu'on le voit en ce moment dans la consultation, dans l'élaboration de notre document d'urbanisme. C'est beaucoup de soirées, beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges avec les différents acteurs. Vous vous enrichissez et ça doit vous permettre de ne pas prendre de trop mauvaises décisions. Voilà, donc le changement, il est peut-être un peu là. J'espère qu'il n'y a pas trop d'élus dans la salle, sinon... il y en a quelques-uns. Merci beaucoup. Merci. Donc, on clôture comme ça cette table ronde. Je vous remercie toutes les quatre.